Bonjour à tous, bienvenue sur le blog Marketing Immobilier pour les pros. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo avec l'interview donc, de Laurent Vimont, qui est le président de Century 21 France. Donc vous êtes patron de 900 agences en France et à peu près 5600 collaborateurs. Première question, comment devient-on patron d'un grand réseau comme Century 21 en France ? Avec pas mal de chance et beaucoup de travail, et puis un parcours qui m'a fait tomber dans l'immobilier en 83 et être définitivement amoureux de ce métier qui est un des plus beaux métiers du monde, métier qui consiste à accompagner quelqu'un dans un projet de vie, acheter son logement, vendre son logement, qui est un acte noble, donc une passion pour ce métier. Donc 83 et Century arrive en France en 87. Ouais. Voilà. En fait, donc, moi j'ai démarré dans l'agence de Michel Trollet comme négociateur, et c'est Michel Trollet qui a acheté le concept Century 21 en 84 ou 85 et qui l'a fait tester dans ses agences dans lesquelles je travaillais. Et puis après avoir testé ce concept et vu son efficacité dans son agence, il a choisi de développer au travers de la franchise Century 21. Et quand le système s'est déployé en France, j'ai choisi de le rejoindre tout de suite et de faire les premières ventes de franchise. Et donc pour faire un rapide poisson en parcours, j'ai démarré au développement, conversion d'agences immobilières existantes, puisque le système dans ses gènes a plutôt la conversion d'agences plus que la création pure. Ensuite, je suis passé au service formation, j'ai formé les managers et les conseillers à ce métier, consistant à partir du constat que celui qui détient le mandat exclusif détient le marché, qui devient incontournable. Et aujourd'hui, on a un taux de mandat confiance qui est de 45%, qui est, je crois, un des plus élevés du marché. Donc mandat exclusif, que vous appelez mandat confiance. Et puis ensuite, j'ai pris des postes à responsabilité de direction et du développement d'abord, et ensuite de l'équipe des consultants management pour ensuite diriger la filiale informatique du groupe qui s'appelle Naxos, qui développe un logiciel pour les agences Century 21, et depuis 2008, président de Century 21. Dans un groupe donc comme un réseau comme Century 21 France, comment se gère le marketing ? Est-ce qu'il y a un pôle interne du marketing ? Est-ce que vous avez un réseau de prestataires, ou est-ce que vous faites les choses à la maison, on va dire ? Alors on a un peu les deux, puisqu'on a effectivement ici une équipe qui est pilotée par Didier André, qui est directeur général adjoint, et qui s'occupe de tout ce qui est communication et marketing. Et on se fait accompagner par des prestataires comme Publicis, qui nous aident à construire nos opérations, et des prestataires sur plutôt le pôle digital, puisque le marketing maintenant c'est pas du marketing pur et dur, c'est aussi marketing digital. Donc on a une équipe qui est dédiée à l'activité en interne, et puis on s'appuie sur des gens dont c'est l'activité principale. D'accord. Donc il y a une impulsion qui est donnée par le siège, on va dire, oui. Et après, comment se passe le relais au niveau des agences ? Est-ce qu'il y a une certaine autonomie est-ce que c'est de la déclinaison, disons, de recettes que vous proposez à partir du siège, ou est-ce que chaque agence a son propre budget et sa propre marge de manœuvre sur ces aspects marketing, quoi ? Alors le système, il a une vertu, c'est que je ne suis pas le patron des agences. Je suis président de Century 21 France, et le réseau est composé de patrons d'agences immobilières qui sont indépendants, et c'est écrit sur chaque carte de visite. Et dans ce système qu'on a construit, il n'y a rien d'obligatoire. Même le port de la veste or n'est pas obligatoire, chacun la porte s'il veut la porter. Nous proposons, au réseau, un ensemble d'opérations qu'on juge pertinentes, et ensuite chacun est libre de la mettre en œuvre ou pas. On a proposé récemment l'opération Pacte de service, qui inclut un ensemble de services pour les consommateurs, où les vitrines sont habillées, où les flyers et tous les mailings ont été construits par Century 21 France, mais ensuite chaque dirigeant a l'autonomie de mettre en œuvre ou pas l'opération. Et ce qui fait la richesse du système, c'est que quand on prend une décision ici, on se pose deux questions. Est-ce que l'opération est bonne pour nous et bonne pour le réseau ? Et si une des deux questions, la réponse est non, on ne la met pas en œuvre, parce que on ne peut pas s'appuyer sur un lien de hiérarchie qui consiste à imaginer que quand on prend une décision et qu'on a des salariés, tout le monde va l'appliquer. Toujours un peu dans les questions d'introduction. Vous êtes un patron très connecté, pour ce que j'ai pu en voir. 3700 fans sur Twitter, plus de 2000 amis sur Facebook. J'imagine quand même que ça cadre un peu le mode de management aussi, parce que ça donne une certaine facilité d'approche par tous ses collaborateurs. Il y a quand même un grand nombre. Comment vous, en tant que patron, en fait, vous utilisez ces réseaux sociaux le plus direct possible. J'ai une page Facebook
que j'alimente moi-même avec mes 2 doigts parce que je ne tape pas vite sur le clavier et je reçois régulièrement des messages de collaborateurs qui se posent une question. Je réponds systématiquement à tous les messages parce que c'est important de garder ce lien en direct avec tous ceux qui font ce métier. Ça prend un petit peu de temps, mais si je devais prendre une comparaison, il y a 40 ans, il n'y avait pas le téléphone portable et on a trouvé du temps pour l'utiliser. C'est le même principe avec Facebook, Twitter. Alors, j'ai un écran sur mon bureau qui est assez grand. J'ai toujours ouvert en permanence mes pages Twitter et Facebook. Je suis les informations et je suis réactif. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais le temps que je prends là m'en fait gagner sur des conflits qui auraient pu être naissants. Donc c'est pour moi d'une richesse absolument incroyable. La conséquence, c'est que il m'arrive le soir à 10h30, 11h de traiter un commentaire sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, je suis connecté. Voilà. Alors, on va passer aux aspects marketing. Donc, les services marketing, donc il y a le pack service. Donc, c'est le plus connu, en tout cas, c'est la manière dont est brandé un peu l'offre marketing, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que ça englobe d'idées innovantes par rapport à ce qui peut se pratiquer ou ce qui se pratiquait avant chez Century, ce qui peut se pratiquer à la concurrence? Alors, si on fait un tout petit peu d'histoire, sur le marketing, on a été les premiers à sortir le mandat exclusif d'un engagement écrit de l'agence permettant aux vendeurs, si les engagements n'étaient pas respectés, de casser le mandat, qu'on appelle la garantie d'action. C'est le premier outil marketing de la marque. Dans l'évolution, nous avons, grâce à Internet, choisi de développer un extranet vendeur sur la base d'un constat, c'est que les vendeurs trouvaient que l'information n'était pas suffisamment relayée entre l'agence et la vente de son bien. Donc l'extranet permet, grâce à l'informatique, d'avoir accès aux visites, aux pubs, aux commentaires des vendeurs, quand le vendeur en a envie. Et puis ensuite, il y a tous les outils qui vont permettre de conforter la vente avec, par exemple, le site du propriétaire. Cet outil, qui est un site individuel pour un bien qu'on a rentré, permet à la fois de valoriser uniquement le bien, mais également aux vendeurs d'y mettre des commentaires. Donc on humanise la relation dans l'univers virtuel qu'est Internet. Et puis sur le marketing, il y a bien évidemment tout ce qui porte sur les réseaux sociaux, qui deviennent de véritables médias permettant de relayer les offres. Les annonces immobilières sont présentes sur les pages Facebook de nos agences, permettant donc aux clients de les consulter. Sur le marketing, c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le marketing pour les Américains, c'est la vente, et pour les Français, c'est la promotion du produit. Moi, j'ai gardé un peu le côté américain. Le marketing, c'est plus de la vente que de la promotion de produits. On est en permanence en quête de nouvelles idées. Le site propriétaire en est une, mais on a aussi développé ce qu'on appelle l'outil permettant de visualiser en 3D un bien et de faire un homestaging virtuel. C'est-à-dire que vous êtes un acheteur potentiel. Voilà des outils qui nous permettent de nous démarquer. Et puis, la liste est tellement longue que je vais en oublier. Alors, sur ce pack service, donc c'est un pack qui est proposé dans le cadre des mandats exclusifs. C'est-à-dire que si quelqu'un vous donne confiance sur 3 mois, il peut bénéficier de cette panoplie. Et vous avez, je crois, quelque part, ici, je crois, le pacte de service qui reprend l'ensemble des engagements. Voilà. Dans les outils que j'ai oublié de citer, il y a l'analyse comparative de marché qui permet de sortir du débat. Je vous dis que ça vaut 245 000, faites-moi confiance. C'est une démonstration par la preuve, puisque cette analyse comparative de marché, qui a aujourd'hui 27 ans, elle donne une vision du marché telle que celle de l'acheteur, et pas du vendeur qui pense être seul sur le marché et avoir un bien unique. Donc toute l'idée, c'est de sortir du débat. Moi, je vous dis que, en vous démontrant avec un outil écrit issu de nos bases, que le marché d'offre et demande y répond à quelques règles. D'accord. Alors, prenons un des services phares qui est mis en avant, donc le fameux site dédié, effectivement, donc, pour un bien donné. Donc là, l'idée, finalement, c'est quelle est l'idée forte derrière, en termes, au-delà de l'habillage, je veux dire, en termes de promotion ou en termes de moyens de mise en vente d'un bien immobilier? Mais tout un chacun a souhaité un jour que son bien soit publicité sur une page d'un journal, par exemple, et pas d'une annonce avec 3 lignes. L'univers Internet ou digital permet à des coûts beaucoup plus faibles de disposer de ce rêve. Je vais développer pour vous un site uniquement pour la promotion de votre bien.
Et ce site, qui est un site statique, qui comprend des photos, un texte, et on essaie de faire des textes qui soient avec du sens, sera ensuite enrichi par le propriétaire, pour qu'il puisse donner lui, avec son absence de neutralité bien sûr, mais l'acheteur n'est pas bête, ce qu'il a considéré comme agréable dans la vie du bien qu'il vend. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas humaniser, mais de donner un peu de chair et de sang à une annonce qui est parfois un peu froide, en utilisant les 6, 7, 8 ou 10 photos, le texte de l'annonce, mais également les commentaires de celui qui a habité dedans pour qu'il donne sa vision des points forts du logement qu'il a acquis 10 ans ou 15 ans avant, qu'il revend sur le marché. Alors, au-delà de l'habillage et de cette présentation un peu sur mesure, est-ce qu'il y a un effort particulier qui est fait sur le contenu pour enrichir le site autrement que ce qu'on peut retrouver sur l'annonce classiquement sur Se Loger ou ailleurs? C'est un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet, mais... La qualité des photos et du texte. Dans cette profession, pendant des années, on a été freiné par le coût des pubs qui étaient facturés à la ligne ou à l'espace. Or, le site web change tout, puisque vous n'êtes plus contraint d'avoir un texte avec des abréviations, AV, 3 chub, 2 SDB, enfin, vous pouvez écrire les choses et valoriser l'annonce. C'est un long chemin parce qu'il faut passer du temps à comprendre que le texte que vous écrirez impactera votre référencement en plus, d'accord ? Que les photos, il faut les faire de façon professionnelle, et que mettre une annonce avec 2 malheureuses photos, dont celle des toilettes, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adroit. Donc la profession réapprend un métier de communicant. Et ce site dont on parle, il est un peu tout ça, puisque c'est un site dédié à un bien, où il n'y a pas de limite en nombre de photos. C'est un site où on peut écrire beaucoup de choses sur l'environnement, ce qui est un élément essentiel pour l'acquéreur, sur l'habitabilité, le confort, enfin, on peut se lâcher, si je vous passe l'expression. Maintenant, l'exercice est compliqué parce qu'il faut sortir des habitudes qu'on avait, qui consistait à faire des textes de 3 lignes en disant voilà, je ne peux pas en mettre plus et je suis contraint à tant de caractères. Là, c'est open bar et on peut vraiment être créatif. R&B a une qualité de photo et d'annonce absolument incroyable. Et loue pour une nuit. Là où nous, on vend pour une vie. Et donc l'idée est de montrer que les efforts qui sont faits sur un site qui se contente de proposer une presta sur une nuit sont d'un niveau supérieur à ceux qui vendent pour une vie. Un travail de sensibilisation phénoménal derrière, ça c'est certain. Avec des conséquences incroyables sur le référencement. Donc c'est pas un sujet... Et puis l'attractivité. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors justement, Airbnb, c'était une de mes questions suivantes, mais autant en parler à la limite. Donc je vous parlais du forum de la FS2I la dernière fois. Donc à chaque fois, on invite un acteur qui est dans un domaine proche et qui a une démarche innovante. Donc là, Airbnb était là avec le patron de France, et a reparlé de sa success story et de son réseau, donc son approche sur les photos immobilières, qui fonctionnent sur la base d'un réseau de freelance qui prennent des photos systématiquement. Investissement fait par Airbnb et offert donc aux propriétaires qui mettent leurs annonces chez eux. Donc c'est un effort financier assez important, mais Airbnb a toujours expliqué que c'était un effort très rentable, parce que d'abord ça leur permet de se différencier par rapport aux autres, et puis après le taux de conversion en termes de location de nuitée est vraiment conséquent. Alors suite à ça, tout le monde applaudit, trouve ça génial. À quand un grand réseau français quand est-ce qu'un grand réseau français sera capable de monter ce maillage finalement de freelance? Parce que prendre une photo, on peut apprendre à prendre des photos, mais si on veut vraiment une photo de qualité, mine de rien, le photographe reste quand même un incontournable. On a essayé avec à l'époque Prévisite, et la difficulté, c'est la réactivité. L'annonce Airbnb, elle a une durée de vie dans le temps plus longue que la nôtre, parce que la chambre va se relouer. L'annonce immobilière, elle a une durée de vie d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis une fois qu'elle est vendue, il se passe 7 ans, 8 ans, 9 ans avant qu'elle revienne sur le marché, donc il faut tout refaire. Moi j'ai une théorie, je pense que les nouveaux outils, appareils photo avec 15 millions de pixels, les iPhones et les petites lentilles qui se mettent dessus, doivent permettre à chacun, s'il est vigilant, de construire correctement des reportages photos qui tiennent la route. Et que
faire une photo de maison, c'est moins compliqué que faire une photo de mannequin. Après, il y a aussi du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a des pièces à pas montrer, il y a des pièces à valoriser. Le reportage photo peut être parfaitement correct dès l'instant où chacun est sensibilisé au sujet et le fait dans le sens où il aimerait que sa maison à lui soit photographiée. Et puis je crois que sur la photo, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est par le New York Times, qui montrait que l'œil humain sur Internet va plus vers la photo que vers le texte. Et que l'internaute immobilier veut avoir beaucoup de photos. Et que l'enjeu, avant de parler de qualité, c'est le nombre de photos. C'est-à-dire qu'une maison, un appartement, il y a 2 photos, et vite zappé. Alors il faut du volume, après il faut quand même ne pas desservir le bien. Je suis d'accord. Moi, je reste assez persuadé que ça reste quand même du domaine d'un photographe, et même si les technologies aident d'une certaine manière, il y a quand même des limites à s'improviser photographe, et on peut apprendre, comme vous dites, il y a un certain nombre de règles pour prendre des photos d'intérieur, mais bon, les jeux de lumière, et puis ne serait-ce que la préparation des biens. Finalement, Airbnb, pour l'avoir testé, en moins d'une semaine, il vous envoie un photographe qui est quelqu'un qui a un vrai œil de home staging et qui en fait ce travail, et peut-être plus facilement que l'agent immobilier qui lui a une relation finalement un peu commerciale avec le propriétaire et osera pas dire un certain nombre de choses. Bon, le photographe, il est là, il peut faire un minimum de rangement succinct et ensuite prendre ses photos. Par contre, ça veut dire faire un investissement de l'ordre de 150 € peut-être pour une séance photo, 200 €. Est-ce que les agences peuvent être prêtes à faire ça, ou au moins dans le cadre du mandat confiance? Ce qui vient s'opposer à ça, c'est la structure même de la rémunération de l'agence immobilière, qui est un des seuls métiers où on vous demande de mettre en œuvre un ensemble de moyens d'investir sans aucune garantie de rémunération. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec les récents ministres du logement, je me demandais s'il ne serait pas utile un jour de remettre à plat le mode de rémunération et de permettre aux agences, pour qu'elles puissent investir un peu plus sur chaque annonce, d'avoir un système de rémunération à la promotion du bien. Je suis certain que si les agences disposaient de ce système, de ce forfait, les choses seraient différentes, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une vente tous les 3, 4 ou 5 mandats, vous avez entrepris pour les 5 mandats les mêmes frais, avec une rémunération sur 5, ce qui n'est pas forcément juste. Donc tout le problème, c'est pas la pertinence ou pas de faire des photos, c'est l'investissement initial dans lequel vous savez qu'il y en a 4 qui vont être faits pour rien. Donc c'est ça la vraie difficulté. Alors après, Airbnb, de la même manière, il n'y a pas d'exclusivité, ils font cet effort, et ça doit être rentable, sinon ils ne le feraient pas. Et voilà. Après, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et je pense quand même que c'est dans l'attente typiquement de quelqu'un qui va offrir sa confiance au niveau d'une exclusivité. Vous annoncez un délai de vente, je crois, moyen de 90 jours. Oui. Bon, sur 90 jours, si on fait l'investissement, dans le cadre encore d'un mandat exclusif de photo professionnelle, on se donne quand même une chance, un surcroît de chance de réaliser la vente dans les 3 mois, et donc retour sur investissement n'est pas garanti, mais disons que on met toutes ces chances de son côté, quoi. On passe du temps à convaincre le réseau que c'est une bonne idée. Donc je ne suis pas hostile. Encore une fois, ce sont des patrons d'agences indépendants, et on peut négocier n'importe quel accord. Après, il ne vit que si chacun décide de le faire vivre. Bien évidemment. Très bien, très bien. Alors, le site internet national, donc vous avez annoncé des chiffres assez impressionnants, de 2,1 millions, je crois, de visites en septembre dernier. Donc il y a un site principal, ensuite il y a des sites d'agences. Oui. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est donc tous ces efforts à travers les sites internet de visibilité, qu'est-ce que ça vous apporte comme part de marché, si vous pouvez nous le dire, en vente directe, contrairement à des ventes qui pourraient passer par les portails et ensuite rebondir chez vous. Est-ce que vous avez moyen de le savoir ou non? Pas pour l'instant. On mesure, mais je garde confidentiel pour l'instant, le nombre d'estimations générées par le site, le nombre de mises en contact direct entre l'acquéreur potentiel et l'agence Century 21, mais on ne sait pas forcément différencier par rapport au trafic global. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que l'accumulation du travail qui est fait sur le site national et du travail qui est fait par chaque agent sur son site individuel dope le trafic, puisque
Notre métier à nous, c'est de donner une impulsion, de faire en sorte en communication que la marque rayonne et qu'ensuite les 850 points de vente s'approprient le dispositif et l'utilisent. On a d'ailleurs un accord avec Google pour que les agences utilisent AdWords et référencent elles-mêmes leur site avec une nouauté. C'est qu'il faut s'intéresser à ce que c'est que le référencement, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut être obsédé par l'achat du mot-clé achat, appartement Toulouse? J'ai la réponse. C'est non. Il y a d'autres choses bien plus intelligentes et pertinentes dans l'achat des mots-clés qui permettent d'abord de les payer moins cher et d'avoir un trafic plus qualifié. Mais ça, c'est comme Facebook et Twitter dont on parlait tout à l'heure, c'est du temps à consacrer. C'est une nouvelle façon de faire ce métier et il faut être curieux, découvrir et y consacrer un peu de temps tous les matins. Donc, sur le trafic du site, notre vision, c'est que globalement, c'est celui qui détient l'offre qui a le trafic. Et que si l'offre est compilée sur un site et déclinée sur des sites agences, on peut peut-être s'affranchir d'autres acteurs qui se mettent entre le client et nous. Défendre la voie de l'indépendance. Voilà, c'est une occasion historique de reprendre sa liberté, parce que si on raisonne 15 secondes, sans le contenu que nous apportons et que les agences payent, ces portails n'existeraient pas. Donc, la bonne question, c'est comment je valorise mon contenu. D'accord. Parfait. Alors, donc, il y a le site national où on retrouve le catalogue complet de toutes les annonces. Oui. Après, je ne sais pas si chaque agence a un site, mais en tout cas, un très grand nombre, on va dire. Voilà. Là, je parle du point de vue client. Qu'est-ce que le client peut espérer de trouver de plus sur le site local par rapport au site national? Rien, si ce n'est que l'offre qu'il cherchera sera beaucoup plus adaptée à sa recherche initiale en termes de géographie et de type de bien. Puisque on sort du site national et on l'amène sur quelque chose de bien plus adapté à sa demande initiale. Ensuite, sur les agences, en fonction de leur niveau d'intérêt, on a des gens qui vont exploiter le site pour montrer qu'elles sont un acteur local de la vie de la ville. C'est ça qu'attendent les gens, c'est l'ancrage local. Exactement. Et puis elle peut publier localement un ensemble d'informations sur la vie sportive, sur la vie culturelle de la ville. Donc le site, c'est un porte-voix qui permet, outre les annonces, de montrer que l'agence, elle est sachante, qu'elle est intégrée à la vie et qu'elle sait remonter vers ses clients et futurs clients des informations sur la vie de la ville. Moi, j'ai un peu l'impression que sur les 10 dernières années, donc les portails sont devenus la porte d'entrée incontournable. Une des portes d'entrée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, enfin, c'est quand même c'est l'avantage en tout cas pour le client d'avoir ce catalogue quasi complet. Oui. Mais qui est souvent plein de doublons. Enfin. Oui, non, bien sûr. Après, bon, il y a les gros réseaux comme le vôtre, Orpi et les autres qui peuvent proposer déjà un certain volume d'annonces intéressant. Et en tout cas, finalement, après les sites d'agence, on se demande si ils ne sont pas un peu cachés derrière. La démarche première, c'est quand même de chercher l'exhaustivité, de se dire, dans le quartier qui m'intéresse, moi, j'aimerais voir tout ce qu'il y a à vendre. Bien sûr. Et donc, finalement, il y a un cheval de bataille au niveau de l'agence qui est de continuer à exister à travers son site internet et au-delà de son catalogue. Et effectivement, cette expertise locale, je pense, c'est stratégique parce que c'est ce qui va expliquer pourquoi on va aller voir Century plus qu'un autre. Donc, la marque a une signature qui est Century 21, qui s'y connaît aussi bien. Ouais. Voilà, ça illustre ce que dit à merveille. Voilà. Parfait. Alors, en termes de communication globale, donc, j'ai vu que vous aviez des moyens, enfin, vous mettez des moyens assez forts. Au niveau de l'agence, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, l'agence est indépendante. Oui. En pratique, au-delà de ce qu'elle a la possibilité de faire, qu'est-ce qu'elle investit comme moyen, disons, pour se faire connaître localement, quoi. Alors, ce qu'il faut déjà dire, on peut dire, peut-être parler de budget marketing éventuellement d'une agence. L'agence, en fait, qui rejoint le système, elle n'a pas forcément la culture, la connaissance ou les prestataires qui lui permettent d'investir en marketing. Elle va investir en communication. Et son budget est un budget qui est estimé à environ 6-7% de son chiffre d'affaires, communication et marketing. D'accord. C'est plus l'implication, l'engagement et l'exploitation de nos outils qui font la différence, puisque, encore une fois, on est un réseau extrêmement ouvert avec un système de communication entre le siège et les agences qui est très structuré. On voit les délégués de groupement d'agences tous les 2 mois et demi. Enfin, on discute beaucoup, on échange beaucoup et on adapte nos communications aux remontées du terrain. Parlons un peu maintenant plus en détail des annonces.
Donc vous avez parlé de home shading virtuel, vous avez un accord avec Archideco, Oui, je crois. oui. Donc dans quel type de cas vous utilisez ce service qui permet de présenter un bien de manière virtuelle réarrangé? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites que pour les mandats exclusifs? Est-ce que pour certains mandats exclusifs? Non, c'est un proposé peu pour tous les mandats exclusifs, mais pour l'instant, ça n'a pas rencontré un franc succès. L'outil existe, il est assez simple à utiliser, mais il est plus pour les acheteurs. C'est-à-dire que le relooking, le vendeur, il vend et ils ne sont pas tous dans l'état des clients que Stéphane Plaza reçoit, très sensibles aux arguments. Et pour vous, c'est une première étape à potentiellement introduire le vrai home staging réel? Mais le vrai, on l'a déjà introduit il y a 4 ou 5 ans avec des agences qui ont des accords au niveau local. La difficulté, c'est de convaincre le vendeur que c'est un outil sur lequel il faut investir de l'argent, là où ils mettent en vente et où un vendeur est souvent riche virtuellement mais pauvre réellement. Puisque quand on vend, on n'a pas forcément devant soi l'argent nécessaire pour avancer 3, 4 ou 5 000 euros. Il y a un niveau d'adoption qui est quasi inexistant. Le système peut fonctionner en cas de non-vente. C'est-à-dire qu'il fonctionne très peu à la mise en vente parce que le vendeur estime qu'il a le plus joli bien du marché et qu'il est peu réceptif à l'argumentaire. En revanche, quand au bout de 3 mois, 4 mois ou 5 mois de mise en vente, il n'y a pas de résultat, là, l'esprit s'ouvre un peu plus. Parlons un peu de la vidéo. Donc, j'ai interviewé, moi, dans le cadre de mes podcasts, le président de V-Screen, donc une agence de réalisation de vidéos aux États-Unis, qui travaille avec Century 21 aux États-Unis, et qui traite leurs annonces sous format vidéo. Ouais. Apparemment, il fallait expliquer que c'était devenu quelque chose d'extrêmement courant aux États-Unis. Quel est votre avis sur ce type finalement de format, donc reformater une annonce sous forme de vidéo déjà, et est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, vous avez déjà pratiqué, qui vous semble être une bonne approche? Alors la vidéo qu'on a essayée a un coût initial plus élevé que la photo, même si les coûts ont baissé. Nous avons avec YouTube trouvé une solution pour que toutes les annonces plates soit transformé en vidéo. Voilà, je parlais plutôt de ça en fait, les photos, les vidéos automatisées en fait. Ça fonctionne déjà sur la chaîne YouTube Century 21. D'accord. Voilà. Et quel est votre avis sur la question par rapport? J'en ai pas. Voilà, j'ai pas d'avis, je suis pas certain que ce soit une révolution. On est dans un métier où on compile finalement la même chose. La photo plate, la 3D sont certes des outils rigolos, mais ne remplaceront jamais la visite du bien, l'émotion qu'on a en ouvrant une porte, en observant une vue, en sentant une odeur, enfin. Là, ça va nous amener un peu toujours au même sujet des dépenses, mais les plans interactifs, enfin les plans interactifs, pas interactifs, 2D, 3D, tout ce qu'on veut, est-ce que ça vous semble quelque chose qui... Bon, si on devait parler en termes d'investissement, bon, peut-être le premier poste serait certainement les photos, si on voulait faire des dépenses. Oui. Est-ce que le plan arriverait en deuxième position? On a dans le système un outil permettant de faire justement ces plans, qui n'a pas non plus rencontré un franc succès, et pourtant il a été porté. J'ai quelques contacts avec des sociétés là-dessus. Je pense que dans quelques mois, on pourra, en flashant un appartement, faire les plans automatiquement. Et que, outre l'accès à une disposition, ça permet à l'achat de se projeter et de voir ce qu'il peut modifier. Dans l'outil dont je parle, Magic on peut Plan, même positionner Magic Plan. Voilà. Ouais. Alors, on peut mettre ses meubles. Voilà. Donc, c'est du home staging à l'envers, c'est-à-dire que vous reconstruisez à votre façon le logement que vous êtes en train de visiter. Pour vous, la limite, en fait, c'est plus sur la réalisation du plan par l'agent qui n'a pas forcément ni les moyens, ni le temps, ni les compétences pour le faire. Mais qui devrait avoir les plans en appartement, puisqu'on les a, normalement. Oui, sauf dans l'ancien où ça peut être dans ma façon à moi de faire ce métier, quand je l'ai connu, je n'ai jamais accepté de promouvoir un mandat sans avoir réalisé des plans. Et pas des plans d'architecte, mais d'avoir au contraire, un minima, des plans qui soient la surface globale, le nombre d'étages, le nombre de pièces et les surfaces et les revêtements. Donc ça, c'est quelque chose qui doit simplifier la vie du conseiller immobilier. C'est je rentre dans une pièce, je me mets dans l'angle d'une pièce, je prends mon téléphone portable, je clique dessus et ça me génère des plans. C'est en train d'arriver. Et ça sera, je pense, un beau produit. Après, tous les produits d'évolution, tous les produits de modification existent déjà sur le marché.
Parce que là, on ne parle pas de maîtrer ni quoi que ce soit, on parle plutôt de projeter dans une organisation d'appartements. Mais j'ai vu hier les lunettes Google qui permettent de découvrir en 3D une maison, un appartement. C'est assez spectaculaire. Ça fait mal au crâne et ça remplacera jamais une visite. Oui, tout à fait. Alors, reparlons un peu des réseaux sociaux, vous avez parlé tout à l'heure. Donc, avec Prévisite, vous faites ces pages qui sont Facebook qui sont assez musclées, parce que c'est au-delà d'une timeline où vous publiez des infos. Donc, il y a carrément toutes les annonces qui sont. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du retour que ça vous apporte? Est-ce que déjà vous arrivez à le mesurer? Et est-ce que si vous le mesurez, est-ce que vous estimez que c'est finalement une porte d'entrée? Parce alors, on est allé sur Facebook parce qu'on s'est aperçu qu'il y a peut-être plus de monde sur Facebook que via des emails, par exemple. Mais après, est-ce que c'est le bon point d'entrée pour engager une discussion autour d'une présentation de La bonne question, c'est est-ce que c'est uniquement un point d'entrée? C'est une des réponses. C'est aussi un point qui permet de garder le contact avec des gens qui ne seront pas vos clients avant 5 ou 6 ans. Donc c'est une façon de fidéliser, et il n'y a pas d'obsession chez nous de point d'entrée par Facebook. Et puis c'est une communauté où on passe de l'information sans forcément attendre une rentabilité immédiate. Pour vous, ça alimente un fil de discussion, une conversation avec un... Et vous gardez le lien. Avec quand vous invitez des clients potentiels. Un logement chez vous à devenir fan de votre page, et que cette page, vous l'utilisez aussi pour publier de l'information sur la vie de la ville, vous gardez ce lien pendant 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc l'idée, et puis on peut en faire des événements. Je parlais des œufs à Pâques, cette page, il faut la faire vivre. En revanche, si vous êtes sur une page avec vos annonces en ne publiant strictement rien, il ne se passera rien. Et je suis de ceux qui s'opposent à toute campagne d'achat de fans, considérant que le nombre n'est pas important. Ce qui compte, c'est le taux d'engagement, c'est le nombre de gens qui likent, qui partagent les articles, parce que c'est pertinent ou pas. Donc le chemin est plus long, et on pourrait demain avoir 1 million de fans sur nos pages, c'est pas compliqué. Mais c'est pas la bonne stratégie à mes yeux. Très bien. On va terminer sur un peu de prospective, si possible. Est-ce que vous pensez que dans l'approche de rémunération, on peut imaginer, un peu comme ça se pratique certains pays anglo-saxons, de décorer finalement la commission pure liée au service commercial qui est fourni, et finalement une facture sur un budget marketing qui peut être à la carte d'ailleurs, proposé par l'agence avec au menu prendre des photos, faire ceci, cela, et qui serait dans ce moment une facture marketing payée séparément. Est-ce que vous pensez que cette transparence d'une certaine manière avec une facturation, et puis aussi le fait de le faire payer aux vendeurs, est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que vous pensez que ça viendra? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il faut mettre la loi Gay à plat, puisque la loi Gay interdit ce genre de facturation. Vous ne pouvez facturer à un client aucune prestation sans qu'il y ait de résultat. Mais c'est une vraie piste qu'il faudrait explorer. Et encore une fois, je l'ai poussé auprès de nos 2 charmantes ministres Duflot et Pinel en disant mais il y a peut-être un problème de fond, c'est de permettre à cette profession de pouvoir facturer les moyens de promotion qu'elle met en œuvre pour chaque client vendeur. Débat ouvert. D'accord. J'y suis très favorable parce que ça permettrait de mettre un peu de pression sur la concurrence entre les agences quand elles vont rentrer un mandat. Et les clients pourraient choisir l'agence dont la promotion est la plus pertinente, la plus efficace, sans entendre l'argument André trop souvent, vous signez, vous n'avez rien à payer, ça ne vous engage à rien, c'est qu'un mandat simple de plus, ce qui est un déni total de service pour moi. Donc c'est une piste effectivement très intéressante. D'accord. Petite question sur les agences physiques, avec tout ce virtuel, cette approche digitale, est-ce que vous pensez que l'agence physique va se réinventer autrement, peut-être pas besoin d'avoir une surface aussi grande? Là, encore une fois, j'ai interviewé un Américain qui a travaillé pour le réseau Corcoran à New York, et qui lui voyait l'agence comme toujours un point de contact très important pour discuter et faire affiner un projet d'acquéreur, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Par contre, peut-être que dans sa dimension et sa configuration sera amenée peut-être à être un peu réduite par les possibilités qu'offrent aussi les entrées digitales, quoi.
Il y a un débat qui est assez rigolo et j'ai souvent été dessus interpellé, c'est les mandataires réseaux virtuels, dont je constate qu'ils ont tous des trafics virtuels moins importants que tous les réseaux physiques et qui prétendent réinventer l'immobilier digital. Bon, le paradoxe et l'intérêt aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'univers ou dans le monde des affaires, c'est que la tendance est de disposer du virtuel et du physique. Et qu'il y a des entreprises digitales qui rêveraient de disposer d'un potentiel de 850 agences immobilières présentes dans la ville. Parce que les clients, ils ne sont pas segmentés dans les canaux de distribution. Ils consomment tous les canaux. Ils sont décloisonnés. Et ils vont consommer, dans une file d'attente, ce que j'ai vu il y a encore une semaine chez McDonald's, l'application Sortie Latin pour chercher un bien, mais ils vont aussi physiquement passer dans l'agence et s'arrêter dans la vitrine. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ouais, et les réseaux physiques, pour moi, ont de très beaux jours devant eux dès l'instant où ils ont compris que le digital est un univers dans lequel il faut exister. Fin octobre, il y a le salon Rent, donc des nouvelles technologies. Est-ce que vous allez participer pour voir un peu ce qui se passe? Est-ce que c'est le genre de choses que vous suivez, qui vous intéressent? Directement non, mais Didier André et Valérie Labouralière en charge de la communication iront y faire un tour pour voir ce qui se passe. Petite question de clôture. Si vous pouvez... Si on devait donner un conseil à l'agent immobilier d'aujourd'hui pour faire cette adoption, quel serait le point le plus important pour vous? Apprivoiser ces nouveaux outils et être extrêmement adaptable. Ne pas attendre que les choses changent ou redeviennent comme avant. Donc être curieux, accepter l'échec et apprivoiser tous ces outils. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.